Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Ils osent tout, une fausse pandémie, un faux confinement, une fausse vaccination, une fausse guerre en Ukraine, ils auront tout osé, oui, même pour les Jeux Olympiques, vouloir nager dans la Seine. Alors, on peut tout imaginer de leur part, les Américains sont allés sur la Lune, et bien nous, Français, irons sur le Soleil, mais de nuit, évidemment de préférence. Bêtise ou cupidité, peut-être les deux. Si par contre je dis paix et liberté, là, nous sommes sous le bon augure. Bah oui, celui du CNTF, CH, soyez les bienvenus, justement, c'est la France libre. Nous allons parler de démocratie ce soir et Jeux Olympiques, avec Philippe, avec Yota, avec Jean-Pierre, avec Bruno, avec Christiane, et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur de nous suivre, soyez les bienvenus. Alors, Philippe, Sylvain, Yota et Jean-Pierre, j'ai un scoop. Anne Hidalgo ne va pas nager dans la Seine tout de suite. Parce qu'il s'avère que la Seine, actuellement, elle est beaucoup plus adaptée à la natation des rats que la natation humaine. Ouais, j'ai un autre scoop, ça va être très difficile d'aller sur le Soleil, même la nuit. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans un album de Géo Trouve Tout, quand j'avais 12 ans, peut-être moins, on voyait qu'une bande de bandits qui voulaient aller sur le soleil pour éteindre le reflet qu'il donnait à la Lune. Et la Lune était l'ennemi des voleurs. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient éteindre la Lune, parce qu'elle faisait de la lumière la nuit, quoi. Et alors, voilà, bon, c'est un enchaînement de bêtises, évidemment. Mais ça m'a fait exactement penser à ça, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au soleil de nuit. J'ai tout de suite pensé à ça, quoi. Et je dis que ce que nous pouvons rêver, ma foi, nous pouvons le réaliser. Et il n'est pas dit qu'un jour on puisse s'amuser à éteindre le soleil comme avec un interrupteur, pourquoi pas. Ouais, voilà. Comme s'amuser dans la Seine, hop, c'est formidable. En tout cas, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir comment Macron allait nettoyer la Seine. Ah bah ça me rappelle aussi une autre plaisanterie qui se passe pendant la guerre. Alors bon, alors évidemment comme Hitler voulait envahir l'Angleterre, donc il avait ordonné d'y aller, quoi, assez troufion. Et alors donc il y a comment s'appelait-il, Churchill qui dit puisque c'est comme ça, on va vider la Manche. Alors pour vider la Manche, il faut la boire. Alors il donne l'ordre à ses troufions de boire la Manche, effectivement. Et en face, de l'autre côté, Hitler a dit puisque c'est comme ça, je donne l'ordre à mes troufions de faire pipi dans la Manche. Voilà, c'est pas plus haut que ça volait pas plus haut que ça, mais c'était le genre de plaisanterie qui courait dans ces années-là. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai écoutée ce matin même d'un avocat qui nous a raconté que finalement, il n'y a pas besoin d'être nombreux pour que les choses basculent. Et il nous a raconté comment Chartres s'est trouvé libéré d'un seul coup des Allemands en 1944. Il se trouve qu'un officier américain avec son aide de camp était dans une jeep et il devait rejoindre l'armée, le reste de l'armée, puis ils se sont trompés de chemin. Et ils ont abouti à l'entrée de Chartres. Ils étaient tous les deux seulement. Et à ce moment-là, il y a une colonne allemande qui arrive et qui sort des drapeaux blancs parce que les Allemands croyaient qu'il y avait toute l'armée américaine derrière. Donc, les deux Américains ne disent rien, ils continuent, ils traversent les lignes allemandes, ils arrivent jusqu'à la mairie de Chartres. Et à la mairie de Chartres, on voit l'officier en chef allemand qui vient remettre sa reddition à ces deux soldats. Voilà comment deux soldats ont permis à la ville de Chartres d'être libérée. Alors Bruno, c'est le genre d'aventure qui va bientôt arriver aussi chez nous. Il y a des gens qui vont défiler avec le drapeau blanc en croyant que nous sommes nombreux derrière ou pas nombreux, mais ils vont de toute manière redresser le drapeau blanc parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Et ça suffit largement pour libérer tout le monde assez rapidement et on espère que ça va venir le plus tôt possible. Très bien, on va regarder l'actualité en images. C'est bien, on vient de parler de la période de 39, etc. Bon, on peut même remonter un petit peu avant. L'actualité en images, en fait, va nous expliquer ce qu'est la propagande et on se retrouve juste après. Edward Bernays, neveu de Freud, qui on le rappelle est le pionnier de la psychanalyse, est l'auteur d'un livre qui devrait être lu par la majorité, Propaganda. Ce livre a été écrit il y a presque 100 ans, en 1928, et depuis, rien n'a changé, bien au contraire. Il est très simple d'établir des liens évidents avec notre monde actuel. Bernays est reconnu comme étant l'un des principaux créateurs de la manipulation des médias, des nouvelles, de l'opinion publique. La propagande est un ensemble d'actions et de stratégies destinées à influencer par tous les moyens possibles la pensée et les actes d'une population. La publicité s'en sert énormément pour créer des besoins, la politique aussi. On va commencer par un premier exemple tout simple. Prenons le responsable des ventes d'un grossiste en viande chargé d'augmenter les ventes de bacon. Il pourrait tout simplement écrire sur une pancarte « Manger du bacon, c'est très bon pour la santé et en plus c'est pas cher ».
Sauf qu'en faisant ça, il pourrait ne pas convaincre la majorité. Si le responsable des ventes est capable de trouver une personne avec un statut suffisamment crédible aux yeux de la plupart des gens pour se prononcer sur les bienfaits du bacon, le tour est joué. Et qui pourrait être mieux placé qu'un médecin pour nous influencer sur nos habitudes alimentaires ? Le responsable des ventes va donc persuader le corps médical de déclarer publiquement combien la consommation de bacon est bénéfique pour tous. À partir du moment où quelqu'un a suffisamment d'influence, il peut convaincre toute une partie de la population, les médecins en tête de ligne. Il suffit donc d'obtenir la complicité de plusieurs personnalités importantes de différents milieux pour inciter la population dans un but précis. La meilleure façon d'obtenir l'adhésion du public à un parti politique, par exemple, est de miser gros sur la personnalité d'un candidat. Si le candidat apparaît aimable, voire charmant, son programme, aussi ordinaire soit-il, sera accueilli positivement. Et l'inverse est d'autant plus vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme d'Emmanuel Macron ? Alors je vais dire que c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme ? Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Et si besoin, il modifiera les circonstances pour manipuler l'opinion et entraîner son revirement. L'actualité en images, quand on la voit, on comprend bien que les politiciens en France sont les responsables des ventes. De Machiavel à Goebbels, en passant par les cours de l'ENA qui apprennent à manipuler les masses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument, mais je voudrais aussi rendre hommage aux femmes en général, parce que ce n'est pas le témoignage de ces deux dames qu'on vient d'entendre au sujet de Macron qui reflète la totalité de ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de femmes qui sont capables de se désengager de l'aspect séducteur ou séductif, je sais pas comment on peut dire, de tel et tel homme politique. Alors bien sûr, la couleur de la cravate a toujours été un débat de fond dans les élections depuis que je suis né. J'entendais mes parents en parler. Mais ça fait pas tout. Il y a quand même des dames qui savent raisonner. Donc soyons justes. Et la preuve, c'est que nous en avons une, et même deux aujourd'hui, dont une qui surfe sur ce genre de réflexion ici, Iota, dont elle fait presque métier. Et puis Christiane qui nous a rejoint avec d'autres dames et qui sont totalement capables de discernement, si je puis aller un peu plus loin que cela. Absolument. Mais effectivement, la propagande, c'est quelque chose de dangereux qui existe depuis toujours. L'ancien régime l'utilisait au travers des tambours de village qui passaient des messages évidemment venant de la royauté. Mais il y avait une règle, c'est qu'on ne pouvait pas mentir, quoi. La grosse différence, elle est là, quoi. Ce sont les dames qui vont nous régaler ce soir. Bah oui, parce que nous allons parler de Jeux Olympiques de Paris, évidemment, et de démocratie. Alors pour ce faire, Iota, Christiane, vous avez la place, c'est à vous. Iota, si tu veux. Alors, on va faire un petit vol plané sur l'histoire des Jeux Olympiques, puisque c'est quelque chose qui vous touche de très près ces jours-ci. C'est vrai que sur Internet, on trouve beaucoup d'histoires, beaucoup de sites qui expliquent les jeux Internet. Mais comme vous savez, il y a toujours deux manières de voir les choses, la manière oligarchique et puis la manière démocratique, de laquelle je ne décolle pas. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux Olympiques de la manière démocratique, c'est-à-dire le plus intègre possible. Donc les Olympiades qui n'étaient ni des combats ni des jeux, on les appelait les Olympiades, étaient initiées dans la ville d'Olympie qui se trouve dans le Péloponnèse. Cette ville était dédiée au dieu du mont Olympe, au dieu Zeus. En l'occurrence, on l'appelait Dias aussi, donc Olympia Dias. Et donc, c'est en l'honneur et pour honorer le dieu de l'Olympe que cette cité a été créée et où les Jeux Olympiques ont commencé en 776 avant Jésus-Christ. Évidemment, la création du stade, au début, les Jeux Olympiques ne se passaient que durant une journée. Et le seul sport qui était pratiqué, c'était le 100 mètres. Parce que le stade faisait 192 mètres à peu près de long.
Et donc, le seul sport qui était appliqué à ce moment-là, c'était la course du 100 mètres. Et l'on sait très bien, donc, puisqu'on a quand même souvenir du marathon, les Grecs couraient beaucoup, puisque c'était aussi des messagers, ils transportaient les messages à travers la Grèce. Donc, c'était quand même une association de pratiquer ce sport et en même temps de pratiquer ce sport en l'honneur du dieu Dias de l'Olympe. Et donc, ça a duré comme ça. On a même eu un calendrier, d'ailleurs, qui a tenu pendant toute la période des Jeux olympiques qui se sont déroulés en Grèce et donc à Olympie. Et nous avons donc un calendrier qui était retenu, que vous allez sûrement retrouver sur Internet, puisqu'il était très connu, ce calendrier. On se basait sur les Olympiades pour connaître les nouvelles saisons et tout ça. Donc, on a en 776 les premières Olympiades. Je dois vous dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas que des Olympiades, il y avait aussi les Panathéniennes, qui étaient le même genre d'exercice, mais c'était plutôt pour le théâtre, l'art, la poésie et la musique. Et donc, on les appelait les Panathéniennes. Et donc, tous ces rassemblements à la base étaient réalisés pour honorer les dieux de cette époque-là. Oui, Bruno? Non. Il me semble que Bruno voulait dire quelque chose. Enfin, voilà, Non, je non, continue. c'est juste un bruit. C'est juste un bruit qu'il y a eu à l'extérieur. D'accord. Et donc, on a eu cette Olympiade qui a commencé en 776. Et par la suite, petit à petit, se sont ajoutés des sports différents. On a eu jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ où les jeux continuaient d'être réalisés. On a eu des sports qui se sont ajoutés, des sports comme la lutte, des sports comme beaucoup d'hypatie, c'est-à-dire l'utilisation du cheval, puis beaucoup de courses de chars avec des chevaux, au départ avec un cheval, ensuite avec 2 chevaux, et on terminait avec 4 chevaux. Et donc là, évidemment, les stades se sont un petit peu agrandis. Et quand tous ces sports se sont ajoutés à la première initiation de Olympie, les sports, au lieu de durer un jour, finissaient par durer 5 jours. Et durant ces 5 jours, chaque sportif était invité. Comme vous savez que nous avons déjà beaucoup dit en démocratie à cette époque-là, c'était les villes-États. Donc nous avions un sportif qui représentait chaque fois une ville-État. Et à ce moment-là, à cette époque-là, les Jeux olympiques se concentraient uniquement sur la Grèce. Petit à petit, donc après 776, on arrive à notre époque de démocratie où les Jeux se sont complètement démocratisés. Et à ce moment-là, évidemment, toutes les villes où s'étaient installés des comptoirs, c'est-à-dire en France, en Italie, dans le Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique, petit à petit, des sportifs de ces villes-là se sont ajoutés à ces Olympiades. Je dois signaler que les Olympiades se sont toujours déroulées à Olympie jusqu'au 5e siècle. On n'a pas référence que l'endroit des Olympiades ait changé en Grèce. Et donc, il n'y avait pas lieu de les changer non plus, puisque c'était au départ pour honorer les dieux et remercier les dieux que l'on pouvait appliquer tous ces sports qui, je vous le rappelle encore, sous le système oligarchique, on vous dira toujours que c'était des compétitions, mais en définitive, ce n'était absolument pas avec l'esprit de compétition, parce que il fallait que la personne se surpasse elle-même. Donc, nous n'avons pas la forme du podium, le premier, le deuxième et le troisième, où tous les pays se retrouvent. Ici, nous n'avons pas de podium. Le trophée n'était pas un trophée comme on reçoit aujourd'hui. Le trophée
était coupé dans les arbres d'olivier avec des ciseaux en or et construit directement en couronne et était donné chaque fois aux représentants de chaque ville qui venait représenter sa ville en pratiquant la lutte ou la course ou la course de chars. Évidemment, quand les oligarques parlent de Jeux olympiques, ils installent les combats, la compétition. Pour eux, c'est une très bonne occasion d'installer la compétition. Alors que vous savez très bien qu'en démocratie, la compétition n'existe pas. Elle est plutôt bannie même. Et donc, ils ont toujours essayé de tirer un petit peu sur ce côté compétitif des Jeux olympiques, eh bien, qu'on retrouve aujourd'hui, évidemment. Et donc, ces Jeux olympiques ont duré jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Le philosophe chez lequel on peut trouver le plus d'informations au sujet des Jeux olympiques, c'était Pausanias, qui était le 2e roi de Sparte, puisque l'oligarchie de Sparte avait 2 rois, dont Pausanias, qui nous a quand même laissé beaucoup d'écrits, presque autant que Platon, par exemple. Et donc, chez Pausanias, nous avons un peu les 2 opinions, l'opinion oligarchique et puis l'opinion intègre de raconter ce qu'étaient vraiment les Olympiades. Et donc, au 5e siècle, les Olympiades s'arrêtent et reprennent en 1887, Philippe, si... 96. 96. Et reprennent donc grâce à Monsieur de Coubertin, et qui lui décide évidemment que les Olympiades ne sont pas, on n'est pas obligé de faire les Olympiades uniquement en Grèce, on peut les transporter dans d'autres pays. Et commencent là donc les nouvelles Olympiades que tout le monde connaît évidemment et qui vont se passer ou ne pas se passer bientôt dans quelques jours à Paris. Oui, Philippe. Ouais. Alors effectivement, on a passé des Olympiades antiques aux Jeux modernes. Alors d'abord, tu as cité le mot combat, qui je crois était plus représentatif pour parler des combats olympiques. Dans l'Antiquité, c'était des combats olympiques et non pas des jeux. Le mot jeu est introduit uniquement par Pierre de Coubertin en 1896, sauf si je me trompe. Voilà. Et c'est le premier point. Et la philosophie, évidemment, en 1896, ça n'est pas de plaire aux dieux, puisque déjà, on a du mal à en garder un. A fortiori, il n'y en a pas plusieurs. Donc, c'est pas pour ça que les gens s'affrontent. C'est pour d'autres choses. C'est pour les valeurs olympiques. C'est ça qui va changer. Les valeurs de l'olympisme, c'est toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. C'est des choses comme ça. Et puis le sport se rapporte est une comment dirais-je, est une projection de l'activité physique qu'on déploie d'ordinaire pendant les guerres. Et ça, c'était pendant les Olympiades antiques. On faisait quoi? On faisait hommage à ceux qui couraient. Et ceux qui couraient, c'était ceux qui couraient porter l'information d'un lieu à un autre avec un intérêt vital en cas de guerre. Donc c'était une forme de reconnaissance aussi je pense, de ces personnes qui couraient, et on en a fait un sport, ou en tout cas une activité de remerciement aux dieux, en quelque sorte, qui permettent aux hommes de faire ça. Voilà. Est-ce que je dis vrai ou est-ce que je dis faux? Alors, il y a une chose. Oui, Bruno. Il y a une chose aussi, Yota et Philippe, qui nous amène un peu dans le mur, c'est que la notion de compétition, depuis Coubertin, donc ça fait donc plus de 120 ans que les Jeux olympiques existent, mais beaucoup de scientifiques s'aperçoivent que à force de vouloir faire des records, on arrive au bout des capacités humaines. Et donc maintenant, on raisonne plus on raisonne en centièmes de seconde, et puis bientôt on va raisonner en millième de seconde parce qu'on va arriver aux limites des records. Donc, surtout, on raisonne en nombre de victoires qui sont devenues. Oui, non, mais pour les sports collectifs, ok. Mais pour par exemple le record de saut en hauteur ou de saut en longueur, on va arriver un jour à une limite qui sera indépassable, à moins de transformer l'homme en robot. Tout à fait, Bruno. Mais il convient quand même de signaler que, disons, que dans les anciennes Olympiades, il y avait ce côté sacré, donc d'honorer les dieux, d'honorer les humains, de pouvoir s'occuper avec tous ces sports,
Et donc, à cette époque-là, il n'était pas politisé. Tandis qu'après, Henri de Coubertin, les Jeux, les Olympiades, moi je vais continuer à les appeler Olympiades puisqu'il n'y a ni jeu ni combat. On les appelle les Olympiades tout simplement. Eh bien, le côté politique s'est installé. Et donc, le fait de rassembler plusieurs pays et de déplacer les Jeux olympiques dans plusieurs pays a aidé le côté à politiser le secteur du sport, en définitive. Et Oui, là, évidemment, tout l'esprit sportif a complètement changé. Oui, Philippe. exactement. Et ça, on a tordu même l'esprit même de l'olympisme selon Pierre de Coubertin, qui disait l'important c'est de participer, enfin ouais, qui prônait des valeurs effectivement, qui disait que l'important c'est de se surpasser soi-même et non pas forcément de surpasser son collègue, etc., etc. Ce qui était déjà des valeurs antiques, mais qui ont été totalement dévoyées dans une histoire plus récente et en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est agi de montrer la force des pays en fonction du nombre de médailles qu'ils avaient aux Jeux Olympiques. Ça faisait partie du jeu d'opposition entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, entre les communistes et les capitalistes, enfin que sais-je encore. Donc il y a cette ligne de séparation, elle a été soulignée, si je puis dire, ou montrée par les activités olympiques, qui était toujours dans la compétition et non pas dans la complémentarité, ce qui normalement aurait dû être le cas, puisque dans la Grèce antique, on était dans la complémentarité et dans l'interdiction quasiment de l'esprit de compétition, alors que dans l'Olympiade moderne, on est dans l'inverse, on est dans une compétition à 100%, ce qui a complètement changé les choses. Oui, Une petite question pour Iota, si je peux me permettre. Iota, est-ce démocratique que de ne pas autoriser la Russie justement à venir aux Jeux Olympiques de Paris? non, pas du tout, évidemment, absolument pas, puisque à partir du moment où on a commencé, si vous voulez, au début, c'était les villes de la démocratie qui ont un petit peu exporté les Jeux vers d'autres pays. Et évidemment, il y a, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, Sylvain, c'est ce côté politisé qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Et c'est aussi, il y a aussi avec le dopage, hein, par exemple, les Jeux Olympiques, quand ils ont commencé, les sportifs avaient un système de vie durant la pré-période des Jeux. Ils avaient un système de vie très rigoureux. Et puis, après Astérix et Obélix et Uderzo, on a connu le dopage. Un coup de sanglier. Et donc, on on a connu aussi à la télévision dans les années 60 des deux émissions qui étaient beaucoup plus proches de la bienveillance que les Jeux Olympiques. Je veux parler des émissions de Guy Lux et Léon Zitrone, Jeux frontières et Interville. Oui, en fait, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que maintenant c'est devenu une grosse affaire financière où il y a des dessous de table avec, c'est la corruption comme on a dans nos pays en haut lieu. Il y a une grosse corruption et les compétiteurs, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié le nom. Participants ou les athlètes, ou je sais pas. Les athlètes, voilà, merci. Les athlètes, en fait, ils sont soumis quand même à des pressions énormes et pour s'entraîner, ils sont obligés de s'entraîner et d'être financés. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a une grande disparité entre les athlètes dans la possibilité. Il n'y a pas vraiment d'équité, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est devenu du folklore quand même. Ouais, Bruno a dit tout à l'heure Interville, moi je dirais plutôt le Moupette Show. Non, c'est même pire que ça, les amis. C'est bien pire que ça. C'est-à-dire que qui a décidé que la Russie ne pourrait pas participer aux Olympiades? Macron. Macron tout seul, les Américains, ils doivent être beaucoup et ils doivent utiliser politiquement les Olympiades alors que
ce n'est pas du tout l'esprit sportif. Je veux dire, c'est même tout à fait contraire à l'esprit sportif. Donc, justement, ce côté politisé, plus on avance dans les organisations des Olympiades, plus on reconnaît et on discerne d'abord le financement, ensuite le dopage et ensuite le côté politique utilisé. Donc finalement, de l'esprit sacré du début des Olympiades jusqu'à aujourd'hui, on est à un système totalement différent. On n'est plus dans le même contexte. Et donc là, effectivement, il y a matière à discuter et à refuser. Et donc, il y en a beaucoup qui ont discuté, qui ont dit, oui, mais alors il faut que les Olympiades retournent en Grèce et qu'on les fasse uniquement en Grèce à partir de maintenant. Eh bien, si c'est dans un esprit politique et de dopage et de compétition comme ça, j'aimerais autant pas que ça se passe en Grèce. Donc, il y a des situations internes auxquelles il faut réfléchir par rapport aux Jeux Olympiques et essayer de retrouver l'esprit sportif et enlever l'esprit de compétition. Donc, ça ne sert à rien de continuer des Jeux si, pour finir, on finit en guerre comme on finit en guerre avec la Russie. Moi, je trouve ça inacceptable, Sylvain, qu'on dise les Russes peuvent participer, mais peuvent pas porter des panneaux avec le drapeau La russe. bannière Russie, ouais. Ah ouais. C'est inacceptable. Je veux dire, c'est pire que du bac à sable, ces histoires-là. Et oui, et surtout, ça remet en question une notion antique aussi, qui est la trêve olympique, la fameuse trêve olympique. Alors Oui. qui se faisait entre les pays qui d'habitude se faisaient un peu se chamaillaient, pour pas dire autre chose, mais elle n'avait pas lieu, par exemple, la trêve olympique, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, elle n'avait pas lieu contre les Perses qui sont l'ennemi permanent, qui ne participaient pas aux Jeux olympiques et qui pouvaient à tout moment intervenir militairement et notamment pendant les Jeux olympiques. Sauf, voilà. Non, Donc, non, il servait de trêve, effectivement, Philippe. On ne pouvait pas intervenir du genre, puisqu'il y avait le côté sacré des Jeux. voilà. Donc, même les Perses n'intervenaient pas durant les jours. Ah, ça c'est important, effectivement. Ah Il y avait oui, une oui. reconnaissance internationale que les Perses reconnaissaient eux-mêmes la trêve olympique. Alors que nous, on ne la respecte pas, puisqu'on dit à M. Poutine, non, non, vous pouvez venir, mais à condition de ne pas avoir de drapeau, ou à condition de ceci, à condition de cela. Il n'y a pas de condition à donner. C'est la trêve, c'est la trêve. Après qu'on fasse la guerre après, quand, en 1936, par exemple, pendant les Jeux de Berlin, on a fait venir des athlètes dont Hitler ne voulait pas entendre parler. Jesse Owens, qui a gagné le 100 mètres et je ne sais plus quelle autre course, auquel il a refusé de serrer la main, dit-on. Hein, c'est pas si évident que ça. Et bon, donc il y avait des disparités. On sentait bien que dès après les Jeux Olympiques de 36, les affaires allaient reprendre et les affaires elles passaient par la guerre. Voilà, ça on avait bien compris. Hein. Donc, mais aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui on est mesquin, on est au niveau de la cour d'école effectivement. Des mauvais garnements. Pour l'école, Philippe, il y a quand même pas mal de sportifs qui sont décédés après toutes les histoires de Covid et tout ça. Et donc, ils ont utilisé quand même le sport et les Olympiades je pense aux grands tennismen qui pouvaient pas aller jouer en Australie s'ils se faisaient pas vacciner. Djokovic. On exagère aujourd'hui de la manière dont on a cassé l'esprit sacré et convivial du sport. Ça Là, veut dire que tu viens peut-être de donner la réponse de la raison. Hein, c'est l'esprit sacré. Il y a plus d'esprit sacré. Donc il y a plus de respecter. Il n'y a plus rien de respecté et donc c'est pas la peine de continuer des jeux dans ces conditions-là parce qu'alors on est au même niveau que les élections. On est au même niveau que toutes les manipulations qui se passent sur la planète de la part de nos politiciens vis-à-vis des peuples. Et puis, si on rajoute en plus les prix, l'argent qui est utilisé pour organiser ces jeux et tout ça, et surtout de cette manière-là,
Eh bien, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Ça ne fait qu'empirer les choses, je dirais, politiquement. Oui, on fait un peu l'aller-retour entre le présent et le passé. Dans le cadre du passé, il y a une question qu'on nous posera forcément, c'est est-ce que dans les Jeux olympiques antiques, les femmes et les esclaves pouvaient participer? Qu'en est-il? Alors, Philippe, très bonne question, évidemment. Encore une fois, les esclaves participaient, hein, puisque les esclaves, on a même des esclaves qui étaient devenus des athlètes. Et dans le public, ils pouvaient participer. Évidemment, pour les femmes, c'était plus difficile, mais pas pour une affaire de racisme, ni pour une affaire que les sportifs étaient nus et qu'ils luttaient ou qu'ils couraient nus sur les stades. Uniquement parce que c'était une affaire de temps. Les Olympiades, tout comme les assemblées du peuple en démocratie, commençaient au lever du soleil et duraient jusqu'au coucher du soleil. Et donc, les femmes n'avaient matériellement pas le temps de participer. Évidemment, comme c'est une affaire de sport et que ça concernait uniquement les hommes au départ, parce que les femmes, elles avaient une autre forme de sport, c'était grandir les enfants et tenir les vieillards et s'occuper de la maison et des cultures, puisqu'elles allaient quand même au champ est aussi une forme de sport. Donc les femmes, elles faisaient leur forme de sport de leur côté, mais c'est matériellement qu'elles n'ont pas eu l'occasion de participer. Évidemment, l'oligarchie, encore une fois, va sortir et va nous dire, oui, les femmes étaient interdites, les esclaves étaient interdits. Eh bien, les esclaves, on n'a aucune référence que les esclaves ne pouvaient pas entrer et être spectateur, puisqu'il n'y avait pas d'entrée de toute façon. On ne regardait pas les entrées comme on les regardait, par contre, dans les assemblées du peuple. On était beaucoup plus sévère aux entrées des assemblées que aux compétitions. Oh non, j'enlève le mot aux Olympiades. Oui, Bruno. Oui. Yota, j'ai une question toute simple. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, les Jeux olympiques se sont arrêtés dans l'Antiquité? Est-ce que c'est l'arrivée de l'Empire romain? Est-ce que c'est que les Romains ont transformé ça en jeu du cirque avec les gladiateurs? Ou comment ça se fait que ça s'est arrêté? Je ne l'ai pas vraiment cherché, Bruno, mais je crois que c'est une affaire politique. Les Romains, non, puisque ils les ont arrêtés au 5e siècle, aux environs du 5e siècle. Maintenant, la date exacte, je ne l'ai pas cherchée. Je n'ai pas fait une recherche approfondie parce que d'abord, on n'a pas matériellement le temps de présenter tout ça. Mais je crois que c'est une affaire politique au départ. Et puis une affaire d'organisation et de finances aussi. Il faut dire que la Grèce, à ce moment-là, n'était plus tellement assez forte financièrement que pour organiser les Jeux. Donc, à mon avis, c'est politiquement qu'ils ont décidé de les arrêter. Et Est-ce qu'on puis, peut, et excuse-moi, puis mais les espaces aussi, hein, pardon Philippe, avant que j'oublie. Et puis les espaces aussi, hein. Donc il faut s'imaginer que tous les sports, des nouveaux sports s'ajoutaient tout le temps. Et donc il fallait créer des nouveaux endroits pour pouvoir pratiquer tout ça. Et à mon avis, ils n'avaient Mais, pas les mais possibilités financières. est-ce qu'ils ont existé pendant la période des 140 ans de la démocratie? oui, Tout Ou à fait, c'était déjà oui. terminé? Ah oui, d'accord. Tout à fait, oui. oui, oui. Et justement, ils se sont démocratisés pendant cette période-là. C'est durant cette période-là que d'autres villes pouvaient venir participer aux Jeux. Alors que avant la démocratie, donc de 462 avant Jésus-Christ, c'était plutôt sous la houlette des oligarques. Et comme c'était du côté sacré, c'était honorer les dieux.
eh bien, ça restait très fort interdit d'avoir d'autres participants. Tandis que durant la période de démocratie, on a les Égyptiens qui sont venus, d'ailleurs on le dit très bien dans Astérix et Obélix, qu'il vaut la peine de lire le livre pour, connaître un petit peu cette période-là. Et donc, oui, Bruno, pendant la démocratie, les jeux se sont démocratisés, ils ont continué tout à fait normalement. Alors, moi, je voudrais rebondir sur la question de Bruno, effectivement, et ta réponse, Yota. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer également qu'à cette époque-là, au 5e siècle après Jésus-Christ, donc en 400 quelque chose, sachant que l'Empire romain s'écroule en 476, enfin, c'est une date qui est retenue parmi d'autres, s'écroule en 472 et qu'il est déjà christianisé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un ensemble de dieux qu'on honorait par les Jeux Olympiques à un dieu unique. Ce qui fait des Jeux Olympiques un exercice de paganisme. C'est-à-dire que Byzance, Philippe, c'était la chute de l'Empire romain. Hein. Oui. Ce qu'on appelle Byzance, c'était en fait l'Empire romain d'Orient. Oui. Et donc, quand l'Empire romain Byzance donc a été créé, on ne voulait plus. D'ailleurs, à cette période-là, les Hellènes étaient beaucoup pourchassés. On ne pouvait plus dire Hellène, on devait dire grec. On pouvait plus utiliser le mot Hélène, on devait dire grec. Donc les Romains s'accaparaient un petit peu, ils voulaient un petit peu éliminer de la face de la terre toute cette civilisation hellène et la faire disparaître. Donc ça doit faire, c'est pour ça que je dis que c'est politique, Philippe, le fait que les Jeux se soient arrêtés. Mais ça fait partie d'une des périodes où les Hellènes ont été beaucoup génocidés, pourchassés. Il fallait que tout ça disparaisse. Voilà. Et toute cette nudité aussi, hein, puisque vous vous imaginez que les Jeux olympiques se pratiquaient, les hommes étaient nus. Et donc, après le christianisme, on arrive à une période où les gens s'habillent, on ne voit plus que les yeux, on voit à peine les mains et les pieds. Donc, Je pense qu'il y a des déviants aujourd'hui qui seraient bien d'accord de faire ce genre de compétition totalement nue, mais on va pas corroborer. oui, donc tout ça doit faire partie du projet d'arrêter les Olympiades au 5e siècle. Mhm. Voilà. Si vous Et avez justement, d'autres questions. oui, le fait de le faire en l'honneur des dieux, voilà, ça me perturbe un peu parce qu'en fait, c'est qui ces dieux? Parce qu'on Eh parle de bien, Zeus, c'était etc. Mais il y a qui, c'est quoi les entités derrière ces dieux? C'est pas, enfin, c'est pas anodin quand même. Eh bien, c'est l'oligarchie chrétienne et l'oligarchie avait instauré les 12 dieux. Bon, nous, en Grèce et en démocratie, on est comme les Japonais, on avait les dieux représentaient les éléments de la nature, donc on n'avait pas un seul dieu. Malgré tout, dans la civilisation hellénique, on a conscience du dieu unique et le dieu unique, c'était le dieu Zeus qui était du mont Olympe. Et c'est parce que la montagne, l'Olympe, dont tu as déjà entendu parler, je suppose, donc c'est parce que ce mont Olympe, c'est en l'honneur de cette montagne et du dieu Zeus, qui s'appelait aussi Vias, que la cité d'Olympie dans le Péloponnèse a été créée et les sportifs venaient honorer les dieux et les remercier. Évidemment, il y a deux sacrés là, il y a le sacré de l'oligarchie et le sacré de la démocratie, du peuple. C'est-à-dire que chez les oligarques, ils offraient des offrandes, les offrandes de remerciement qui étaient souvent de l'or ou des pierres ou des dents d'éléphant et tout ça. Euh, il y avait ce côté-là sacré oligarchique. Par contre, dans le peuple simple, c'était
plutôt une fête, une réunion. On se réunissait entre sportifs et on honorait, évidemment, on remerciait le Dieu Tout-Puissant de pouvoir nous réunir et de faire cette fête-là, tout comme les Panathéniennes, tout comme les fêtes de théâtre qui se passaient. C'est pour ça qu'on a à travers toute la Grèce et même dans le Moyen-Orient, en Italie et dans le nord de l'Afrique, on a beaucoup de théâtres installés. Et donc, il faut un petit peu faire la différence de ce sacré. Le tout basé sur le mont Olympe, qui est le siège des dieux, donc des dieux des démocrates du peuple et des dieux des oligarques aussi. Voilà, Christiane. Effectivement, il y a un petit côté pour les oligarques, pour les démocrates, il y a un petit côté exagéré comme ça dans l'adoration des dieux. Mais il faut quand même savoir que en Grèce, les 12 dieux n'ont jamais existé. C'est une invention comme les 12 commandements ou les 12. Enfin, ils adorent le chiffre 12 puisque mathématiquement, il prouve beaucoup de choses. Mais en Grèce, c'est comme au Japon. Et au Japon, ils avaient 800 dieux, par exemple, à la même époque. Et pourquoi? Parce que les 800 dieux représentaient tous les éléments de la nature. Et l'être humain en faisait partie, évidemment, de ces éléments de la nature. Voilà. Et qui établissait ces hiérarchies-là? Est-ce que c'était, il y avait donc, est-ce qu'on peut conclure pour dire que les Olympiades antiques étaient une initiative d'origine populaire pour honorer les dieux populaires, ou les dieux tout court. Voilà. Non, les deux initiatives. Pardon, Philippe. Oui, je t'en prie. Et en parallèle, les oligarques n'auraient pas forcément été à l'origine de la création des jeux, quoi. Si, les deux sont à l'origine de la création des jeux. Simplement, durant la période démocratique, ils ont été démocratisés et donc c'est un petit peu perdu du côté sacré que les oligarques voulaient garder, évidemment. Les oligarques, en gardant le sacré et en instaurant les dieux, prouvaient qu'ils pouvaient gouverner le peuple puisque eux, ils étaient descendants divins des dieux. Ils étaient les élus des dieux et donc ils pouvaient, c'était eux qui avaient les moyens aussi, Philippe, de construire des temples, de mettre l'argent pour construire des temples et des endroits où honorer tous ces dieux. Donc les deux ont participé, hein, on ne peut pas les dissocier sur ce coup-là. Simplement que l'esprit, si vous voulez, l'esprit sportif, entre l'esprit oligarchique et l'esprit démocratique est totalement différent. Et donc, il faut concevoir que dans toute la période des Olympiades, il y a eu des périodes où les oligarques se sont plus investis et d'autres périodes où les démocrates se sont plus investis. Par contre, les démocrates, ce qu'ils ont fait dans ces Olympiades, c'est de maintenir qu'il ne fallait pas installer la compétition. Donc, il n'y avait pas un coureur de char qui était meilleur qu'un autre. Il était plus fort, ses chevaux étaient meilleurs, mais il fallait quand même à tout prix enlever cet esprit de compétition entre les deux. De propagande sportive. Voilà. D'accord. Oui, il faut garder un esprit sportif. D'ailleurs, c'est de la démocratie hein, que nous tenons ça, pas de l'oligarchie, puisque l'oligarchie, eux, c'est à fond la compétition et tu es meilleur que l'autre et Startup tu Nation. vas le montrer. Voilà, c'est par la On a le compétition. dopage, la politique et tout ça. C'est par la compétition qu'on peut maintenir les troupes armées sous pression, si je puis dire. Voilà. Alors que si on leur parle de complémentarité, ils vont se compléter avec les troupes adverses. C'est pas le but recherché. Donc, on peut comprendre tout ça. D'accord, bah, c'est parfaitement clair. Voilà. Donc, j'espère qu'on a éclairci. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails à donner. Moi, c'est la seule explication que je peux apporter puisque j'ai les deux visions. J'essaie toujours d'apporter
dans ces explications, j'essaie toujours d'apporter les deux visions, la vision oligarchique et la vision démocratique, pour voir à quel point la conception et l'idéologie est totalement différente et que nous choisissions aujourd'hui comment nous allons continuer, si nous allons continuer sous les manipulations de l'oligarchie ou si peut-être un jour, que moi je sais qu'il arrivera, nous vivrons en démocratie et en paix entre nous. D'accord. Et en attendant, on va laisser passer ces Jeux Olympiques de Paris qui sont une représentation de l'opposition à la fois militaire et économique de différents blocs, qui ne sont pour l'instant que ça, en attendant que dans des jours meilleurs, ça redevienne une fête sans esprit de compétition, mais avec esprit de complémentarité. Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir. Je pense qu'ils se passeront. À Paris les Jeux Olympiques parce que l'oligarchie a besoin de nous mettre à l'épreuve chaque fois, tout comme les élections qui viennent d'avoir lieu. Ils ont besoin de nous mettre à l'épreuve et de nous tenir sous la peur aussi. Donc, il faut savoir que ils sont capables de les organiser rien que pour installer une certaine forme de peur et aussi d'installer, comme ce que Sylvain disait tout à l'heure, une agressivité, d'essayer de monter l'agressivité des Occidentaux vis-à-vis des Russes et des Asiatiques. Donc, à mon avis, je pencherais plus vers le fait qu'ils vont se réaliser et qu'ils vont se réaliser avec beaucoup de turbulences. Maintenant, s'ils ne se réalisent pas, c'est que les amis Macron, il a des mauvaises idées derrière la tête et des mauvais calculs. Et ça, on a intérêt à tous y réfléchir parce que politiquement, là, ils sont pas au bout de leurs idées. Donc, voilà. Absolument. Très bien. Et avant de conclure, nous allons écouter Jean-Pierre, si celui-ci veut bien parler. Voilà. Jean-Pierre, ton micro. Pardon. Voilà. Alors, très difficile tâche après toutes les explications d'Iota. Je me suis posé une question, parce que en fait, voilà, ma question, c'est si c'est mes derniers instants de vivre dans cette condition, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? L'autre jour, j'ai béni, j'ai dit vive le pays, vive les paysans, la France, les Françaises et les Français. Et j'ajoute aujourd'hui, je soutiens ce que j'ai dit, bien sûr, l'autre jour, j'ajoute aujourd'hui, vive tous les pays du monde, qu'ils soient heureux et vivent en paix avec leurs habitants, vive tous les peuples de l'univers, et merci à eux d'exister, car ils sont notre complément dans l'univers. Voilà, alors j'ai dit l'essentiel. Ah oui, complètement. Et je veux bien écouter Philippe. Ah non, je voulais juste dire bravo, c'est tout. Hein. Alors je vais essayer de conclure et Iota, tu vas me dire si tu es d'accord de ce que j'ai pu retenir de cette petite exposé. Ne pas confondre Olympiade et Jeux Olympiques. Non, les Olympiades évidemment c'est la démocratie, les Jeux Olympiques c'est les gros contrats. Exactement. Voilà, très bien. Merci beaucoup Iota, merci beaucoup Christiane. Juste avant de terminer, oui. Je voudrais dire à Philippe que son nom, Philippe, donc ami des chevaux, a été créé durant les premières Olympiades. Ah, est-ce que j'étais orige? Je conduisais des chevaux peut-être dans cette ville-là. Peut-être. Mais en tout cas, ton nom, c'est là où les chevaux ont participé au jeu et tout ça. Donc, la naissance du nom Philippe, c'est de cette époque. Ah oui, d'accord. Ça, c'est intéressant, oui. Merci, voilà. Yotan. C'est une sublime conclusion. Merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous juste avant le week-end. Ce sera vendredi pour une nouvelle émission avec le Conseil national de transition français, Canal historique, La France libre. Excellente soirée.